Sur les bords de sa baie des Anges, la ville de Nice renferme des trésors cachés. Bien avant ses palaces et ses touristes, les hommes ont investi ce territoire, laissant çà et là les signes de leur passage. Pas à pas, pierre après pierre, les chroniques du Sud en mode découverte remontent le temps pour vous raconter l'histoire de Nice. Créée environ 200 ans avant Jésus-Christ, cette cité a une histoire originale et contrastée. De l'arrivée des Grecs à l'occupation romaine, de Louis XIV à Garibaldi, elle a su garder précieusement les traces des différentes époques. Pour bien comprendre l'histoire de Nice, nous commencerons par prendre de la hauteur. Jean-Marc sera notre premier guide, notre première clé à la lecture et à la compréhension de la ville. Une cathédrale enfouie, un rempart souterrain ou des restes d'ossements humains. En tant que conservateur en chef du patrimoine, Marc nous emmènera au plus près du travail des archéologues. À l'extérieur de la ville, c'est Alain, archéologue et enfant du pays, qui nous racontera l'histoire de Cimiez et des vestiges des thermes romains. Enfin, avec Stéphane et ses plongeurs, nous irons en mer à la recherche de la jetée Saint-Lambert, le premier port enfoui de Nice. C'est sur le Mont Boron que Jean-Marc m'a donné rendez-vous. Sur cette colline dominant Nice sur son côté est, la lecture du panorama est idéale pour comprendre les différentes évolutions de la ville. Alors Jean-Marc, tu m'as emmené ici, on est sur le promontoire du Mont Boron, déjà parce que c'est un de tes lieux de prédilection et je comprends pourquoi quand on voit la vue. Mais surtout, je voulais que tu m'expliques l'histoire de ta ville, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir et certainement des choses qu'on ne sait pas. Alors c'est vrai qu'au-delà de la carte postale, on a en face de nous finalement un livre ouvert sur l'histoire de Nice. Il suffit de se retourner, de regarder. On a effectivement la colline du château au milieu de la baie des Anges, qui est un des sites les plus importants, majeurs de l'histoire de Nice. Ça a été jusqu'au XVIe siècle la commune. La commune était sur la colline. Puis on a aussi la fameuse baie des Anges. Oui. Et devant nous, le port qui a été construit au XVIIIe siècle. Là, on a un ensemble assez cohérent. La ville va se développer d'abord sur la colline, puis progressivement autour de la colline, donc, en contrebas, qui va donner le Vieux-Nice. Voilà, ville haute et ville basse. Ville basse. Après, on a un deuxième site qui est un peu excentré, qui est à Cimiez, où à partir du 1er siècle, il y a la ville romaine qui s'installe. C'est Séménélum qui a donné Cimiez. D'accord. Aujourd'hui, donc, on a potentiellement plusieurs sites de fouilles archéologiques, que ce soit sur la colline du château ou à Cimiez. Alors j'ai cru comprendre que Nice avait été fondée par Marseille. Alors fondée par les Phocéens de Massilia, qui ont créé un comptoir qui s'appelait Nicaïa. Et donc l'origine du mot viendrait, il y a deux origines, ou du mot grec la victoire, Niké, ou du mot plus ancien celto-ligure, Nick, qui voudrait dire la source. Effectivement, autour de la colline du château, nous avons une source. Et pour tout comptoir maritime, effectivement, une source d'eau est très importante. Alors toi, tu es un féru d'histoire. Hein. Moi, je sais, parce que tu me l'as raconté, que déjà tout petit, tu allais dans les bibliothèques pour lire des livres d'histoire, mais encore. C'est pas que ça. Il y a deux origines. Je dirais que la première origine, elle est familiale, puisqu'effectivement, mes grands-parents me parlaient niçois quand j'étais petit. Et donc, j'ai baigné dans cette culture niçoise. Mon grand-père et ma grand-mère me parlaient de Catherine Ségurane, de Garibaldi. À l'école, on nous parlait de Louis XIV et de Jeanne d'Arc. Donc, j'avais deux cultures, et c'est quand même important d'avoir plusieurs éléments comme ça, d'avoir plusieurs cultures petits. Et puis aussi parce que quand j'étais petit, je vivais en contrebas dans une exploitation agricole qui s'appelle le Castel de Deroy. Voilà. Aujourd'hui, c'est un parc public. Mon grand-père était exploitant agricole. Et donc, j'ai vécu peut-être dans une des dernières campagnes au cœur de la ville. Et quand on côtoie ce milieu paysan, au cœur de cette ville, c'est vrai qu'on voit pousser, quand on voit mon grand-père en train de récolter le miel, de faire du vin, eh bien, ça donne une force. Et avec le recul, les années passant, j'ai eu un désir au fond de moi de comprendre et d'approfondir cette connaissance de Nice. Et puis surtout, quand on aime sa ville, de le transmettre. Je pense que l'amour d'enfant est resté au cœur de moi. Dominant la mer et la plaine du Paillon, la colline du château a pour les anciens une position idéalement stratégique. C'est donc sur ce promontoire rocheux et dominant que les premiers Niçois s'installent. Plus tard, la ville médiévale se développera autour d'un château et d'une cathédrale.
Alors, cette colline du château, c'est un parc actuellement, mais il y a un grand intérêt historique. La preuve, il y a une bonne partie des fouilles de l'ancienne ville. Tu les as devant toi, effectivement. Donc, ces vestiges de la cathédrale, on en est effectivement ici au cœur de la ville médiévale et même de la ville antique probablement. Nice dans l'Antiquité reste rattachée à Marseille, donc c'est une particularité, en fait elle n'est pas indépendante véritablement, elle est rattachée à Marseille et du coup elle fait partie de ce qu'on appelle la province de Narbonnaise, à l'époque romaine, qui est distincte de la province des Alpes-Maritimes, dont la capitale est justement Cimiez. Donc à 2 km de distance, tu es dans 2 provinces romaines différentes et tu en as une qui est une capitale, donc Cimiez est une ville beaucoup plus importante que Nice dans l'Antiquité. À un moment donné, Nice va reprendre, on va dire, le pas sur Cimiez. Il y a la construction d'un château qui n'existe plus, hein. On a malheureusement plus de traces. Tout ça a disparu. Alors l'évolution se fait à la fin de l'Antiquité, au moment où Nice, mieux protégée face aux invasions barbares, enfin aux Lombards, etc., va pouvoir subsister. Cimiez disparaît. Et à partir de là, à partir de l'an 1000 en particulier, on va avoir à nouveau une reconstruction de la cathédrale. Quelque temps après, la construction d'un château sur le point dominant de la colline. Hein. Et à partir de là, c'est toute une histoire de Nice médiévale donc, qui va se poursuivre. Oui, parce que finalement, Nice est devenue française il y a peu de temps. L'histoire est particulière. En fait, ça remonte au Moyen-Âge. En 1388, on a une guerre civile en Provence et toute la partie orientale de la Provence va volontairement se donner au comte de Savoie. C'est-à-dire que le peuple au détriment du comte de Provence. Décide quelque part Alors le peuple décide, oui ou moins, oui et non, parce qu'en fait, il y a des grands personnages qui ont leur intérêt à aller avec le comte de Savoie. Donc tout ça se fait de manière un petit peu précipitée, mais en attendant, ça va durer, puisque le rattachement ensuite de Nice à la France, qui est l'héritière du comté de Provence, se fait seulement en 1860. Ce sont les ducs de Savoie qui transformèrent la colline en citadelle fortifiée avec le transfert de la cathédrale dans le Vieux-Nice. Quant au château, il fut détruit par Louis XIV en 1706. Aujourd'hui, le travail des archéologues se concentre sur la cathédrale Sainte-Marie, dont les premières fouilles débutèrent dès le XIXe siècle. Voilà, donc là on est dans la cathédrale. Alors, c'est bien, cette sensation d'être dans la cathédrale. C'est magique. Oui. Cette cathédrale, elle a vécu pendant plusieurs centaines d'années. La première, c'est celle du 5e siècle, c'est la cathédrale paléochrétienne, donc des premiers temps du christianisme. Cette cathédrale paléochrétienne, tu en as ici le mur qui l'a limitée du côté est. D'accord. C'est-à-dire, il faut imaginer, en fait, c'est une salle rectangulaire. Il faut qui imaginer, fait 20 mètres de long. fait. Il faut beaucoup imaginer parce que celle-ci a disparu au Moyen-Âge, en fait. D'accord. Et elle va jusqu'au pilier que tu vois au fond. En fait, ça correspond à l'emprise de cette première cathédrale. D'accord. Dans un second temps, toujours dans l'Antiquité tardive, on va créer un chœur. C'est-à-dire que là où tu marches, tu es en fait sur le niveau de sol de la cathédrale probablement du 6e siècle. C'est incroyable. Voilà. C'est incroyable quand il pense, tu vois. Et donc derrière, on a et derrière, le reste de la ensuite, cathédrale. Tu as cette partie-là. Donc là, on est sur la cathédrale du 11e siècle. On est sur l'abside, c'est-à-dire cet élément du chœur, que tu me disais tout à l'heure, qui est semi-circulaire. Oui. Cette construction-là date entre 1000 et 1050 à peu près. Ce n'est pas le dernier état de la cathédrale, puisqu'on a une dernière reconstruction qui se place peut-être au XVe siècle. Pour l'instant, on a du mal à la dater. Mais cette construction-là, elle est importante. Et tu en as encore ici la base d'une des colonnes, hein, tu vois bien. Elle est importante parce que tu vois que le niveau de sol est beaucoup plus haut par rapport à celle de la cathédrale du XIe siècle. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand on l'a reconstruit, parce qu'on l'a reconstruit véritablement, on rehausse le sol. Et ça veut dire aussi qu'on protège tout ce qui est en dessous. Ce qui explique que l'on a retrouvé, tu le vois bien ici, des piliers, des éléments qui sont plus anciens et qui sont bien conservés. Mais alors quand vous arrivez avec ton service ici, ça doit être incroyablement excitant de remettre une campagne en marche. C'est magique. D'abord, c'est un lieu magique parce que fouiller sur une cathédrale, dans un parc, en plein cœur d'une ville ancienne, c'est quand même assez exceptionnel. Et c'est vrai qu'on est reparti d'éléments qui n'étaient pas compris parce que les fouilleurs anciens dans les années 50 ou 60 n'avaient pas les mêmes méthodes de travail que nous. Et ils travaillaient beaucoup, c'était des prisonniers de guerre, c'était vraiment du terrassement plus que de la fouille archéologique. Oui, vous êtes des archéologues Nous, confirmés. on est des archéologues. Voilà. Et c'est-à-dire qu'on a des techniques scientifiques de datation, de compréhension des couches de terre qu'ils maîtrisaient beaucoup moins bien que nous. Dans un autre quartier de la ville, le site archéologique de Cimiez renferme sur plus de 2 hectares des thermes construits entre le 1er et le 3e siècle. Divisés en 3 ensembles thermaux, nord, est et ouest, ils sont les témoins de l'importance de l'ancienne ville romaine.
une chose qu'on ne sait pas trop, Alain, c'est que Cimiez, à l'époque, était une ville à part entière, dissociée de Nice. Tout à fait. Cimiez était à l'origine une cité antique, créée à la fin du 1er siècle de notre ère, sous l'empereur Auguste, en le 14 avant Jésus-Christ. Alors pourquoi, d'après toi, il y a eu une ville à cet endroit-là, en sachant que maintenant c'est Nice Cimiez est dans Nice. Tout à fait. Devant nous, il y a le site dit de l'Oppidum, qui était le siège d'une tribu indigène de la tribu des Viers d'Antilly, donc une tribu autochtone, une tribu pré-romaine. D'accord. Et c'est, selon les textes, probablement le lieu d'une cité importante qui était déjà un chef-lieu à l'époque. Tu veux dire que c'était pré-romaine. une ville administrative déjà importante, conséquente. Tout à fait. Et donc, probablement que les Romains ont voulu symboliquement construire cette cité à proximité de ce chef-lieu. Alors de Cimiez, il ne reste que les thermes. C'est absolument incroyable. Enfin, on voit déjà tout le site et ce qu'on voit derrière. Les thermes, on y faisait quoi? Alors les thermes, durant l'Antiquité, étaient un lieu très important pour les Romains, puisqu'on s'y baignait. On pratiquait aussi du sport avec de la gymnastique dans la palestre, ou bien de la natation dans cette piscine, qu'on appelait natatio d'ailleurs. Et aussi, c'était un lieu très important où les Romains discutaient, puisque toutes les classes sociales se côtoyaient. Alors, il y avait les patriciens, les plébéiens, les esclaves, les artisans. Bon, les esclaves, forcément, faisaient fonctionner les thermes. Mais donc, tout le monde discutait. Donc, c'était vraiment un lieu privilégié. Donc, même politiquement, pour la politique, c'est un endroit très important où l'information circulait. Et là, ce qu'on voit, ça, c'est un reste des thermes du Nord, donc absolument... Tout à fait, c'est le frigidarium des thermes du Nord, donc la salle froide des thermes, puisqu'il y avait des salles chaudes, des salles froides et des salles tièdes. Et ce bâtiment est exceptionnel, quand il a gardé toute sa hauteur, il a conservé sa hauteur, qui correspond à peu près à 10 mètres d'eau. C'est un des exemples, avec les thermes de Cluny à Paris, les thermes d'Arles. C'est une exception quand même. Et sur un site comme celui-ci, donc on voit les vestiges, on voit les thermes en tant que tels, vous avez trouvé beaucoup de mobilier, beaucoup de céramique? Par exemple, là, un petit secteur des thermes, on a trouvé à peu près 18 000 fragments de céramique, sous forme de tessons, de bords de vases, provenant de tout l'Empire. Une céramique donc, qui a été quelque diffusée, chose d'assez large, tout à fait. ce qui permet pour vous de travailler et un mobilier conséquent venant de la Tunisie. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Ce qu'on appelle, nous, mobilier africain. Et cette céramique antique, cette céramique africaine, a inondé tout l'Empire. L'étude de la céramique permet aux archéologues de dater les sites et de mieux comprendre comment les populations vivaient à l'époque. C'est au dépôt archéologique de la ville que tout est archivé, étudié et analysé. Un lieu tenu secret où chaque carton, chaque étagère renferme des morceaux d'histoire de la ville. Lise est notre spécialiste de la céramique antique et proto-historique. Et là, par exemple, elle étudie ce genre de choses. Ce sont des éléments d'amphores qui proviennent d'Afrique au départ. Donc, c'est des gros contenants très, très importants qui permettent d'avoir des volumes assez importants d'huile, de vin ou autre. Et puis, à côté de ça, tu as des petits éléments, des petits pots, ici ou là, donc qui sont chaque fois typiques d'une région de production et d'une période donnée. Mais vous datez ça comment? Ce que je vois Lise qui est donc dans un ouvrage, tout est référencé, vous faites des liens forcément. Il y a des spécialistes qui ont établi des typologies et donc qui permettent d'avoir chaque fois, sous forme de ces dessins techniques, permettent d'avoir des références par lieu de production et par période, sachant que dans les couches les plus anciennes, on va avoir des types de céramique et qu'ensuite, au fur et à mesure, ça évolue et que, en gros, on va dire tous les quarts de siècle, il y a des changements de mode qui font que les céramiques ne sont jamais identiques à ça. Il y avait des modes aussi. Et il y avait des modes également dans la céramique. Très bien. L'archéologue est un peu le détective du temps. Sur la colline du château, la fouille a dégagé un cloître et un cimetière datant probablement de la première cathédrale. L'étude des squelettes, mais surtout de leur inhumation, est une source d'informations précieuses pour la datation des vestiges. Moi, la question que je me pose, c'est comment on travaille avec des squelettes humains, le rapport, entre guillemets, à l'objet, comment vous le gérez? C'est une petite sorte de mise à distance qui est, ma foi, normale. Oui, préférable. Préférable.
Et c'est un peu comme tout matériel archéologique, c'est qu'à la fois on est un petit peu ému par évidemment l'ancienneté, la vieillesse, et en même temps c'est normal et plutôt, de prendre un peu de distance, un peu comme les médecins en fait. Et oui, c'est vrai. La fouille du squelette donne des informations sur la manière dont la personne a été inhumée, en l'occurrence, parce qu'elle peut être incinérée également. Et après, l'individu lui-même va apporter d'autres informations sur son âge, son sexe, éventuellement des pathologies. D'accord. Donc c'est l'ensemble de ces informations-là sur lesquelles travaillent Bérengère et Aude. C'est pas grave. Voilà. Quand tu es devant ces boîtes, quand tu vois Tout le travail qui est fait tout le travail dessus, qui est hein. fait, c'est assez impressionnant. Ouais. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Parce qu'habituellement, les gens nous voient travailler sur le Bien terrain, sûr. voient les archéologues au travail et n'imaginent pas après tout le travail qu'il peut y avoir derrière, en laboratoire et en termes de conservation ensuite, parce que tout ce qui est stocké dans les boîtes est à nouveau accessible pour des chercheurs, Bien sûr. pour des étudiants. Ce qui veut dire qu'après, sur telle ou telle catégorie de céramique, par exemple, des chercheurs vont pouvoir venir et retrouver tel ou tel Vous faites le lien dans l'histoire. On fait le lien exactement avec tous les chercheurs et on le stocke pour les générations futures. D'ailleurs, je vais te montrer un secret. C'est vrai? Ces boîtes-là conservent le matériel archéologique qui provient de la crypte archéologique. En fait, ce sont les céramiques qui proviennent de la fouille de la fortification de Nice, qui est conservée en sous-sol sous la place Garibaldi et le boulevard Jean Jaurès. Les travaux de la première ligne de tramway ont permis de découvrir les vestiges des fortifications de la ville. Comparable à celle du Louvre, la crypte archéologique de Nice est une salle souterraine de 2000 m², classée aux monuments historiques. C'est incroyable. Et donc là, tu as le système qui permet, du s'ouvre. coup, ça s'ouvre et après, Sésame. du coup, après, tout se referme et on reste en dessous. Vraiment de l'inconnu et d'invisible de l'extérieur. Voilà, donc pour te bien, montrer ça. un petit peu où on est, Oui. la colline du château, on en vient. Là-haut. Donc tu repères bien la cathédrale, le château, la fortification et la ville basse, ici, qui correspond au Vieux-Nice actuel. D'accord. Limité par la mer d'un côté, ça c'est la zone du Cours-Saléia, le fleuve, le Paillon, Voyons. et la fortification de la ville, donc très importante. Et c'est à ce niveau-là exactement, à côté de la porte Pérolière, que nous sommes. C'est ça qu'on va voir, C'est les ce que l'on vestiges va voir de ce dans la petit crypte. bout-là. Tout à fait. C'est bien ça. Bon, j'imagine que c'est par C'est là. par ici. Alors je voudrais que tu me racontes l'histoire du lieu, parce qu'on voit tous ces vestiges là qui nous entourent. On le date précisément? Alors on a réussi à le dater grâce aux fouilles. On est en présence de vestiges du Moyen-Âge dans cette partie-là. Et en plus, Et en plus, vous on avez a fait des- quelques restitutions qui nous permettent de voir comment était la porte principale, hein, cette porte pérolière, Bien à la fin du Moyen-Âge. C'est une tour qui est à l'angle de la fortification. À côté, tu as le bâtiment de la porte, proprement dit, qui permet d'entrer et sortir de la ville. Et puis, tu as une adjonction ici, c'est ce grand mur que l'on a derrière nous, Oui. qui est là. Donc, un mur qui sert à la défense de l'accès à la ville et qui protégeait, en fait, ici, côté Paillon, donc du côté du fleuve. Et j'imagine qu'un lieu comme celui-ci, on peut potentiellement en retrouver partout sous la ville de Nice, en fait. On a certainement à plusieurs endroits des vestiges qui se poursuivent sous la ville, Ouais. des vestiges de la fortification et puis des vestiges après peut-être des maisons anciennes sous le Vieux-Nice. En fait, on imagine souvent que quand il y a des fouilles archéologiques, tout doit s'arrêter quand on fait des travaux, mais avec vous, ça s'est pas du tout passé comme ça. Pas du tout. Ici, on a réussi, c'est peut-être un petit tour de force, disons, à imbriquer totalement le chantier archéologique avec la construction du tramway. Ça n'a pas dû être une mince affaire quand même. Ça n'a pas été simple, mais tout le monde a bien joué le jeu et avec les ingénieurs, on est arrivé à faire cette crypte finalement hein, au moment des fouilles. Donc c'est un lieu particulier avec tout ce génie civil, ces poutres que l'on a ici, qui a été conçu vraiment sur place et qui nous a permis pendant la fouille d'abord de commencer à l'air libre, ensuite de faire passer le tramway en construisant la plateforme et après de continuer à travailler en dessous, en souterrain. Ce qui est quand même fou, c'est qu'on est en dessous de la ville de Nice avec toute une vie actuelle et là, on est vraiment dans un lieu complètement préservé. C'est assez incroyable. C'est vrai qu'en plus dans ce grand espace ici, parce qu'on a 900 mètres carrés en souterrain, on est sous la place Garibaldi et on est justement dans ces éléments qui ont servi à constituer en fait la place puisque on a fouillé tous les remblais, tous les aménagements, mais on est dans la période qui est juste avant, au XVIIIe siècle. Au-dessus des remparts, la ville. Des ruelles étroites du Vieux-Nice à la Royal Place Garibaldi, Nice garde un charme à part.
Une architecture à une ambiance particulière, influencée à la fois par la Méditerranée et les Alpes, mais aussi par la France et l'Italie. Alors Jean-Marc, ici on est sur une place royale. Il y en a peu quand même en France. Vous en avez une, vous êtes assez chanceux. On rappelle une place royale de quel pays finalement? Oui, c'est le pays de la maison de Savoie, c'est-à-dire quand le comté de Nice était rattaché jusqu'en 1860 à la maison de Savoie, dont la capitale est Turin. On voit un petit peu le décor. Vous êtes pas vraiment français à Nice, pas vraiment italien. Vous êtes niçois, ça on l'a bien compris. Mais encore, on le voit sur l'architecture là, de cette place. Alors si on regarde l'architecture de la place, effectivement, c'est un style piémontais, puisque les architectes se sont inspirés du style de la place royale de Turin pour faire à Nice, en quelque sorte, pas une copie, mais disons, on est à l'arrivée de la route royale qui reliait Nice à Turin. Et donc la maison de Savoie, dans ce projet d'urbanisme, a voulu donner cette marque, comme d'autres bâtiments de la ville qui sont faits par les mêmes architectes. Donc cette place royale, elle a été construite à peu près à quelle époque? Elle a été construite à partir de 1780 et inaugurée autour de 1783. On a pu construire cette place parce que Louis XIV avait détruit les remparts de la ville et le château. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Donc de destruction, on est arrivé à une nouvelle phase d'expansion d'urbanisme de la ville. C'est le nouveau quartier ici. On a la statue de Garibaldi qui est ton héros romantique par excellence. Bien, on le considère comme le héros des deux mondes. Né à Nice, français, il va participer aux guerres d'indépendance en Amérique du Sud, il va être le principal artisan de l'unité italienne, et puis en 1870, c'est le seul général volontaire qui va se mettre au service de la France. Et donc, il est à la fois dans le panthéon niçois, dans le panthéon italien et dans le panthéon français. Donc peut-être que Nice, finalement, à travers ce personnage, c'est le lien entre la France et l'Italie. Alors est-ce que Nice est italienne? Est-ce que Nice est française? Mais peut-être c'est le passage entre les deux. À Nice, les archéologues travaillent aussi en mer. Aujourd'hui, à quelques mètres de la plage, séance de fouilles sur la jetée Saint-Lambert, les vestiges sous-marins du plus vieil aménagement portuaire niçois connu à ce jour. Un ensemble d'immenses blocs rocheux découverts un jour par hasard par un baigneur. Dis donc, on les voit drôlement bien, l'eau est super claire. On a une super visibilité ce matin. On a été gâtés. Très gâtés. En dessous, donc, c'était initialement, probablement, le port de Nice, il était programmé dans la seconde moitié du XVIe, voire le tout début du XVIIe, de construire un port pour la façade maritime donc, de Nice, qui était la seule façade maritime de la maison de Savoie. De la maison de Savoie. Et à ce moment-là, il a été débuté une jetée portuaire, mais arrêté à un moment où, malheureusement, vraisemblablement, par problème financier ou par problème technique, on n'a pas pu continuer ce projet. Qui va repousser d'un siècle et demi la construction d'un port à Nice. En dessous, il y a quoi? Il y a des blocs. Donc en dessous, il y a une jetée qui fait 2500 m² de surface, qui débute à 3 mètres de profondeur et qui se termine à 12 mètres pour la partie sud. Donc c'est un empilement de plusieurs blocs. Certains font plus de 3 à 4 mètres de long sur 2 à 3 mètres de large, donc plusieurs tonnes chacun. Donc nous avons plusieurs centaines de blocs superposés les uns les autres, selon la technique dite à pierre perdue, c'est-à-dire on amenait des chargements vraisemblablement avec des bateaux chavireurs. Quand vous faites des prélèvements, bon, là on a compris qu'il y a un petit peu de petits marteaux-piqueurs. Vous prélevez, comment ça se passe après? On prélève en général des angles de roche. Après on fait dessaler, on fait sécher et à ce moment-là, on les confie à un géologue qui fait tout son travail de comparaison. Et ça vous permet quoi? De dater précisément? Non, ce n'est pas une question de datation, là c'est vraiment une question de connaissance du lieu d'extraction des pierres pour connaître la technique en fait, d'édification. Savoir si c'est une carrière qui se trouvait au bord de l'eau, à ce moment-là plus vraisemblablement avec un chargement sur un bateau, ou éventuellement une carrière qui se trouve à l'intérieur des terres avec à ce moment-là transport vers le littoral. En fait, mais les premières informations, il semblerait que ça soit plutôt proche de la mer. Alors, toi, tu es plongeur archéologue. Est-ce qu'il y a une vraie différence dans la façon de travailler entre l'archéologue terrien et l'archéologue sous-marin? C'est très particulier. On fait la même archéologie que nos collègues terrestres, mais par contre, la particularité principale, c'est que nous allons passer 1 heure, 2 heures
maximum par jour sous l'eau en tant qu'archéologue, alors que nos collègues peuvent passer 8 heures sur leur terrain. Donc on est toujours un petit peu dans la nécessité d'avoir une priorité dans nos travaux pour essayer en peu de temps d'avoir le maximum d'informations. Donc nous sommes toujours pris par cette donnée du temps, par les données aussi de la plongée et du milieu. Et là, vous avez donc terminé quasiment la campagne de fouilles. Et toi, après, t'aimerais faire quoi? Après, en C'est 2015, quoi ton rêve, en 2015, voilà. en tant que Niçois, le rêve, ça va être de partir sur le casino de la Jetée Promenade. Oui, Voilà. qui est Qui là-bas. est situé à l'embouchure du Paillon. Donc là, nous allons partir pour plusieurs campagnes à partir de 2015 sur ce casino qui est vraiment mythique dans l'esprit des Niçois. Nice n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Des trésors cachés attendent patiemment d'être découverts, là, juste sous nos pieds. D'autres histoires restent encore à raconter. I spilled the ink across the page, trying to spell your name. So I fold it up and I flick it out. Paper arrow